Lancement hier par la première dame, Dr Malika Issoufou, des activités du projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre, une initiative de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Lancement ce matin de la 6e édition du Salon africain de la prévention des risques professionnels SAPRIP. Thème retenu, méthodes et techniques de prévention des risques professionnels dans les industries manufacturières. Poursuite des visites entreprises par la ministre de l'Enseignement primaire au niveau des différents établissements scolaires de la capitale. Objectif, s'assurer des conditions de travail et d'études des élèves et enseignants. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Poursuite des travaux de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013 sous la présidence du président de l'institution Hama Amadou. Ce matin, les parlementaires ont discuté sur le projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2014. La synthèse avec Baka Hajara et Issoufou Nouma. Les discussions générales entamées depuis hier à l'Assemblée nationale sur l'examen et l'adoption de la loi des finances pour l'année budgétaire 2014 se sont poursuivies ce matin. Ces discussions ont permis à la représentation nationale d'apporter des éclaircissements et surtout de poser des questions sur ce budget relatives notamment aux recettes et aux dépenses. Des questions auxquelles le ministre en charge de l'économie et des finances a apporté des réponses. Le budget 2014 a été bâti donc sur un taux de croissance de 7,5%. On avait un scénario de base et un scénario optimiste. Le scénario de base, c'est lui qui fait 7,5% et le scénario optimiste dégage un taux de croissance de 8,3%. Donc, on a bâti le budget sur l'hypothèse basse. J'en viens maintenant aux autres critères qui ont permis également donc de préparer ce budget parce qu'il faut faire référence à ces critères. Il s'agit essentiellement des critères arrêtés au niveau de l'UEMOA. Donc, c'est ainsi que l'endettement pour 2014 est prévu pour atteindre 27%. Aujourd'hui, quand on prend la dette extérieure, nous sommes à 23,9%. Quand je prends le taux d'inflation, au sein de l'UEMOA, les critères de convergence précisent un taux d'inflation de 3%. Nous avons bâti le budget 2014 sur la base d'un taux d'inflation de 2%. Nous avons également la variation des arriérés de paiement intérieurs en milliards que nous nous proposons de respecter, qui doit se situer à -3. La variation des arriérés de paiement extérieurs à milliards qui doit être de 0. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les critères de second rang. Ceux que je viens de citer sont des critères de premier rang. Alors pour les critères de second rang, il s'agit du ratio masse salariale sur recette interne qui doit être inférieur ou égal à 35%. Je crois que quand on prend le budget, on va voir la masse salariale se situe autour de 23. Mais on va refaire les calculs parce que le budget a augmenté. Donc le ratio risque encore de tomber, d'être plus bas que cela. Parce que le budget, quand on vous l'a envoyé, il était à 1804. Aujourd'hui, il est à 1867. Ces différents articles feront objet d'examen à la plénière de demain avant d'être adoptés. Signature d'un document cadre de partenariat qui définit les orientations de la coopération entre la France et le Niger dans les années à venir. Le ministre français de la coopération et celui du Niger, Bazoum Mohamed, ont tour à tour exprimé leur volonté et leur engagement à poursuivre ces efforts de coopération. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, et surtout chers amis, d'abord je voulais vous dire que je suis heureux de signer aujourd'hui avec mon homologue, M. Bazoum, et en présence de Pascal Canfin, avec le ministre d'État, un document cadre de partenariat qui définit les orientations de notre coopération bilatérale au cours des 4 prochaines années. Ce document, qui a été élaboré conjointement, met l'accent sur les priorités du gouvernement nigérien,
déclinée dans ce qu'on appelle le PDES, Plan de développement économique et social, et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce document, ça n'a l'air de rien, mais en fait, il donne comme priorité à notre action en faveur du développement au Niger les secteurs du développement durable, des infrastructures, du développement humain et de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire tout ce qui touche la population du Niger que nous voulons absolument appuyer. Et comme il n'y a pas de développement sans un cadre d'institutions stable et un environnement sécurisé, ce document prévoit aussi la poursuite de notre action dans le domaine de la gouvernance et l'appui aux forces de sécurité du Niger, puisque la sécurité et le développement sont évidemment liés. La signature d'aujourd'hui renforce encore notre partenariat bilatéral, conformément aux engagements que nous avions pris lors de la conférence des bailleurs du Niger il y a un an, de consacrer 200 millions d'euros au Niger pour les prochaines années, et je veillerai à ce que l'effort de la France à destination du Niger se poursuive et que son efficacité soit toujours meilleure. Au-delà de notre coopération bilatérale, nous devons mener une véritable politique multilatérale de développement de l'ensemble de la région du Sahel. Nous venons d'en parler longuement. La coopération entre les États sahéliens autour de projets communs est cruciale. Et à ce titre, comme l'a annoncé le président de la République en novembre 2013, l'Agence française de développement investira plus de 900 millions d'euros sur l'ensemble de la zone sahélienne sur la période 2014-2015. Et nous consolidons également notre partenariat politique, le dialogue stratégique franco-nigérien, dont la première session s'est déroulée à Paris le 3 mai dernier, en est l'illustration. Et je tiens, par ailleurs, messieurs les ministres, à profiter de cette occasion pour vous remercier pour l'action déterminée de votre pays contre le terrorisme. Lorsqu'on parle de pays et de gouvernements qui sont déterminés à agir contre les terroristes, c'est le Niger qui fournit vraiment un exemple. Le Niger a été parmi les premiers à répondre à l'appel du Mali en janvier 2013 pour repousser les groupes terroristes et rétablir l'unité du pays. Et je pense que ce thème de la sécurité régionale en zone sahélo-saharienne, maintenant, est de plus en plus approprié par l'ensemble des États concernés. Et votre engagement, en ce sens, fait figure d'exemple. On connaissait depuis longtemps notre partenariat et notre amitié sur le plan politique, sur le plan stratégique. Ce document montre qu'il ne s'agit pas simplement d'un choix du cœur et d'un choix de la raison, mais que ce choix se traduit par des engagements concrets. Et encore une fois, je veux dire à mes amis, les ministres nigériens ici rassemblés, comme au président Issoufou, à quel point nous avons de l'estime, de l'amitié et de l'admiration pour l'action que vous menez au Niger, et à quel point nous tenons fortement à la coopération forte et maintenue entre le Niger et la France. Voilà le sens de cette signature. Monsieur le ministre Roland Fabius, Monsieur les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux que nous ayons à procéder tout à l'heure à la signature du document cadre de partenariat 2013-2016 entre la France et le Niger. Cet important document indique en effet les secteurs d'intervention de la coopération française au Niger qui vont, ainsi que vient de le dire Monsieur le ministre, de la stabilité et la sécurité au développement durable, au développement humain, à la sécurité alimentaire et au développement rural, ainsi qu'à la diversité culturelle et à la francophonie. Ces secteurs, il convient de le relever pour s'en féliciter, cadrent avec les choix faits par le Niger, tels qu'ils ont été déclinés dans le programme de développement économique et social 2013-2016, dont la conférence des donateurs s'est tenue ici même à Paris. Le DCP, ce document cadre de partenariat, donc, il convient également de le rappeler, est le produit d'un processus participatif ayant mis à contribution les structures du gouvernement, les acteurs non étatiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce cadre programmatique, assorti d'une enveloppe financière de l'ordre
de 200 millions d'euros sur les 4 années est un engagement majeur au profit du Niger. La mise en œuvre des différents programmes auxquels les financements sont affectés nécessite, nous en sommes conscients, que nous, Niger, soyons en mesure d'améliorer nos capacités de consommation de crédit et notre souhait est que, en la matière également, ainsi que nous vous l'avons dit, Monsieur le ministre, la France puisse nous assister. Et notre vœu aussi, c'est évidemment que l'enveloppe soit à l'avenir encore plus substantielle, encore qu'elle est conséquente et nous en remercions les autorités françaises. Messieurs le ministre, je dois dire, le 3 mai dernier, nous avons tenu, ici même à Paris, la première session du dialogue intergouvernemental entre nos deux pays. Nous avions traduit en cela la volonté des présidents François Hollande et Issoufou Mahamadou de porter les relations franco-nigériennes à la hauteur des intérêts stratégiques qui gouvernent notre partenariat. Du reste, cette dimension stratégique s'est reflétée dans le cadre, vous venez de le rappeler, du règlement de la crise malienne où, en plus de l'identité de vue dégagée entre nos deux pays au plan politique, nous avons harmonisé nos actions opérationnelles au plan militaire, contribuant ainsi à la libération du Nord Mali et par la suite à l'organisation de l'élection présidentielle d'abord et puis des élections législatives tout récemment qui ouvrent la voie à la normalisation de la situation politique dans ce pays. Cette grave crise qui a ébranlé le Mali et qui a menacé l'ensemble des pays de la sous-région, dont le Niger, n'aurait pas connu le dénouement heureux que nous célébrons tous aujourd'hui sans l'intervention de la France à travers l'opération Serval. Je voudrais, une fois encore, vous exprimer, Messieurs les ministres, toute notre appréciation pour l'engagement dont vous avez fait preuve à cette occasion. Le sommet de l'Élysée sur la paix qui nous réunira les 6 et 7 décembre ici même à Paris nous donnera, j'en suis sûr, l'occasion d'aborder le thème de la sécurité devenu une préoccupation majeure de notre temps, de même que d'autres questions tout aussi importantes. Le Niger entend y participer et apporter sa pleine contribution au succès de cet important sommet. Je voudrais pour terminer, Messieurs les ministres, vous exprimer la gratitude de mon pays pour le soutien multiforme que lui apporte la France et dont l'expression la plus éloquente, c'est ce document que nous allons tout de suite signer. Vive la coopération et l'amitié entre la France et le Niger. Je vous remercie. Merci à toi. Et puis nous recevons ce soir sur ce plateau M. Boubacar Hassan, secrétaire général adjoint du Bureau exécutif national du syndicat national des agents des finances, SNAF. Le secrétaire général adjoint est ici dans le cadre de la levée du mot d'ordre de grève de 48 heures prévu du 27 au 28 novembre 2013. Bonsoir, Monsieur le secrétaire général. Bonsoir. Vous avez la parole. Communiqué du Bureau exécutif national et du syndicat national des agents des finances. Suite à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement représenté par le ministre délégué au budget et le Bureau exécutif national du syndicat national des agents des finances, sur sa plateforme revendicative déposée le 19 novembre 2013, le mot d'ordre de grève d'avertissement de 48 heures prévu du 27 au 28 novembre 2013 est levé. Par conséquent, le BEN SNAF demande à toutes les militants et à tous les militants d'être sur le lieu de travail demain, 27 novembre 2007, à partir de 8 heures précises. Le BEN SNAF remercie les camarades pour leur mobilisation et leur demande de rester prêts pour répondre à tout éventuel mot d'ordre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire général adjoint, et restez avec nous pour la suite de cette édition. Un autre invité sur ce plateau, nous recevons Monsieur Sadamba Tchakpele, directeur de l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile EAMAC. Avec lui, nous allons parler de l'EAMAC et des principales filières de formation ainsi que les priorités de l'école. Nous allons revenir vers vous dans quelques instants.
Et comme annoncé en titre hier, la cérémonie de lancement des activités du projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre s'est déroulée au Palais des Congrès de Niamey. C'est une initiative de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales dirigée par Mme Kabirou Mariama Moussa. La mise en œuvre de ce projet va contribuer à l'atténuation de ces violences basées sur le genre. C'était en présence de Dr Malika Issoufou, marraine de la cérémonie, et la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Compte rendu Joari Isiaka et Isaka Issa. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes des Violences Familiales veut à travers ce projet mettre l'accent sur le genre, car les violences sexuelles ou basées sur le genre occupent la deuxième place sur l'échiquier des violences au Niger, d'où l'importance et l'urgence de cette initiative. La violence faite aux femmes et aux enfants est un problème préoccupant, tant du point de vue de son ampleur que des conséquences qu'elle a et des séquelles qu'elle laisse aux principales victimes que sont les femmes et les enfants. L'éradication des violences basées sur le genre au Niger demeure un des défis les plus préoccupants pour l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Et c'est dans la perspective de relever ce défi que l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a initié ce nouveau projet intitulé « Appui à la lutte contre les violences sexuelles ». Le département américain et l'ambassade des États-Unis se réjouissent et sont honorés de voir l'ONG qu'ils appuient financièrement et techniquement faire la promotion des droits humains. Ce programme est important à plus d'un titre. Les violences basées sur le genre sont une violation des droits fondamentaux de l'être humain. Le plus souvent, ce sont les femmes qui sont victimes de cette violence. Un phénomène universel qui affecte toutes les couches sociales, pauvres et riches, urbaines et rurales. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver une solution à ce fléau qui est préjudiciable à la vie, à la santé et à la dignité des personnes, ainsi qu'à l'équilibre des structures sociales. Pour le docteur Mekibi Kadijatou Dandobi, notre pays en matière de promotion de l'égalité et de l'équité de genre a fait des avancées notables. Un exemple, la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la loi sur le quota, la loi sur la santé de la reproduction, la loi sur le VIH-Sida, la criminalisation des mutilations génitales féminines, du viol et du harcèlement sexuel. Nous devons pourtant redoubler d'efforts car l'espoir est permis. En effet, les indices d'un engagement qualitatif et profond en faveur de l'éradication des violences basées sur le genre existent dans notre pays grâce à la synergie des actions de l'État, des ONG comme SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales et la communauté internationale. Dans tous les cas, on dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que les choses nous paraissent difficiles. Aussi, vous conviendrez avec moi que c'est par la lutte contre les violences basées sur le genre, sous toutes ses formes, notamment les violences sexuelles, que nous pourrons et devrons édifier un monde plus juste, une société meilleure, plus humaniste, plus solidaire, plus équitable et plus fraternelle pour nos enfants et pour les générations futures. La lutte contre les violences basées sur le genre doit être soutenue par toutes et par tous, et chacun doit se sentir concerné, quel que soit le niveau de responsabilité. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, célébrée hier, que l'ONG a lancé ce projet. Dr Malika Issouf, première dame du Niger, qui est marraine des activités de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger, d'où sa présence remarquée à cette cérémonie. Nous avons assisté à des prestations artistiques qui ont rythmé la soirée. La troupe Yarda et les élèves du lycée Courant Nord ont émerveillé cette cérémonie. En mission dans notre pays, Amanda Elissa, envoyée spéciale du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a été reçue il y a quelques instants par la première dame, Dr Malika Issoufou. Elle est allée féliciter et encourager l'épouse du chef de l'État pour les efforts qu'elle déploie dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une audience avec la Première Dame qui fait tant de choses pour promouvoir la femme et l'enfant ici au Niger. Je lui ai remis un cadeau spécial pour Monsieur le Président et Madame la Première Dame du part de notre Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. En fait, c'est un livre qui explique la Nouvelle-Zélande parce que nos deux pays sont très différents et très lointains, mais on a beaucoup de choses en commun et on peut s'apprendre mutuellement. Je sais que récemment, il y a eu la visite du secrétaire général des Nations Unies et également du président de la Banque mondiale et que ces deux grands hommes soutiennent le programme des 3 N du président et également le programme SPS de sécurité et développement dans le Sahel et aussi le travail fait par la Première Dame pour promouvoir la scolarisation des enfants et surtout la fille, parce que toutes les recherches montrent que c'est vraiment essentiel que toute la population soit éduquée et que comme cela, la prochaine génération aura une meilleure vie. Et nous pensons que le travail fait par la Première Dame est vraiment exceptionnel dans ce cadre-là et aussi pour promouvoir la santé. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi au cas où j'ai besoin de lumière, mais c'est une invention d'une femme entrepreneur et je sais qu'ici au Niger, il y a vraiment la volonté de promouvoir aussi les opportunités pour les femmes entrepreneurs. Je pense qu'il y aura une grande conférence ici au mois d'octobre, une grande conférence internationale pour la femme entrepreneur au mois d'octobre 2014. Et je sais que avec cette invention, il y a la possibilité que des femmes de partout dans le monde viennent ici au Niger, partagent leurs idées avec des femmes qui espèrent avoir des business, des entreprises ici au Niger. C'est vraiment pour partager ce qui se fait dans le monde pour le bénéfice du pays ici. Suite aux 2 conférences tenues à Niamey, notamment la conférence sur les médicaments contrefaits et le marché illicite des médicaments et la conférence sur le négoce et le financement du pétrole, des mines et du gaz, oil gas mine, et le FIMA, le président de la municipalité du Niger AMN, a donné son appréciation. Aujourd'hui dans notre pays, c'est des événements que j'estime très édifiants car ça fait partie du lobbying pour le Niger dans sa diplomatie, dans le cadre vraiment de la mobilisation des ressources internes. Donc dans ce cadre-là, vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve face à des événements successifs qui sont en train de se dérouler, dont vous voyez tout un arsenal des étrangers qui sont arrivés, y compris même des partenaires occidentaux, qui sont venus pour un plaidoyer pour la lutte contre l'utilisation des produits informels que vous voyez qu'on appelle les KMS, les produits, les pharmacies sur table. Donc ça c'est un premier forum qui s'est déroulé sous la bannière de Tateli dirigé par Dr Malika et aussi sous le parrainage de son Excellence le Premier ministre Brigitte Raffini. Donc un second événement sur le gasoil avec le ministère des Mines et du Pétrole s'est déroulé également dans le même forum. Et le soir, on s'est retrouvé avec vraiment un grand événement culturel qui a regroupé vraiment beaucoup d'élites. Et on m'a dit même qu'il doit y avoir des milliers et des milliers de personnes qui se sont rassemblées autour du FIMA qui s'est déroulé. Et les gens se sont tenus en haleine avec les premières dames des pays que nous savons tellement, et à la Centrafrique, le Burkina Faso, vous avez aussi la dame du Mali, tout ça là accompagné de son Excellence Dr Malika Issoufou. Donc maintenant, l'événement que je voulais vraiment insister, c'est surtout l'arrivée de Ben Ki-moon qui est venu accompagner de tous les partenaires au développement, y compris la présidente de l'UOMOA. Vous avez vu, tous les partenaires, les bailleurs de fonds sont arrivés vraiment dans le cadre de ces différents événements et il nous a annoncé pour la zone sahélo-sahélienne une enveloppe globale de plus de 5 milliards qu'on doit
faire des efforts pour mobiliser ces ressources. Puisque c'est comme si je vous dis, voilà, je vous fais la promesse. Maintenant, il faut faire des efforts aussi à votre niveau pour faire sortir vraiment cet argent-là. Vous voyez l'argent du partenaire, donc j'interpelle pratiquement tous les ministères avec leurs secrétaires généraux, tous ceux qui sont appelés à mettre en œuvre le programme de développement économique et social. Vraiment, j'interpelle tous les secrétaires généraux et particulièrement le ministère du développement communautaire et le ministère des Finances. Ce sont les grandes personnalités qu'il faut appeler vraiment dans la mise en œuvre et la mobilisation de ces ressources. Son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou, vous voyez aujourd'hui, il s'est rendu à Bruxelles, il est en train de faire des parcours. Tout ça là, c'est pour notre cher Niger, pour vraiment amener le Niger à mobiliser les ressources suffisantes pour nous permettre vraiment d'aller vers le développement et la mise en œuvre des programmes 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. La ministre en charge de l'enseignement primaire a effectué ce matin une série de visites dans différents établissements scolaires du 1er, 2e et 3e arrondissement de la ville de Niamey. Madame Ali Mariam Elhaj Ibrahim s'est notamment rendue à l'école Koubia 2, Fulankwara, Kwartagui, Madina 1 et 2, Banifandou 2 et 4, à l'école de l'Amitié aussi. Objectif, s'assurer des conditions de travail et d'études des élèves et enseignants. Compte rendu Abba Moussa Atoumane. Dans l'ensemble, l'on ne peut que se réjouir de l'effectivité de la rentrée et des dispositions prises pour assurer une bonne année scolaire avec la mise à disposition des cahiers et manuels scolaires. Si dans certaines écoles, le problème d'effectifs se pose, comme c'est le cas à Koubia 2 et Medersa Koubia, avec des classes pléthoriques, dans d'autres, par contre, le problème est résolu comme à Fulankwara et Kwaratagui, où le besoin en salle de classe ne se pose pratiquement pas. Dans le premier cas, le problème est presque résolu avec la construction des classes en paillotte livrables ce soir même et la finition des classes en matériaux définitifs dans une semaine pour les classes des jardins d'enfants, ce qui permettra de décongestionner les classes en surnombre comme c'est le cas dans toutes les écoles visitées. La ministre de l'enseignement primaire a émis le souhait de voir la construction des classes en hauteur en raison de la vastituité des lieux. À l'école Kwaratagui comme à Fulankwara, aucun problème majeur n'a été soulevé à la ministre qui a pu constater d'elle-même que les élèves sont dans de meilleures conditions car disposant les fournitures et les manuels nécessaires pour leurs études. Cependant, les responsables de l'école ont fait part à la ministre de leurs préoccupations quant à la clôture de cette école contiguë à un marché et où les badauds ont fait de cette école leur champ de prédilection la nuit tombée, provoquant chaque année un incendie. Au nombre de doléances, il faut également ajouter le manque de latrines à Fulankwara et Medina 1 et 2, le remblayage de l'école, la construction d'une direction à Medina 2. Toutes ces préoccupations feront l'objet d'une attention particulière, a affirmé la ministre qui a mis à profit cette visite pour constater l'état d'avancement des travaux de construction des salles de classe financées par l'État ou ses partenaires, notamment le projet de développement de l'éducation arabe du cycle base 1 en abrégé le PRODEFA. Si la plupart ont honoré leur engagement, d'autres accusent un retard considérable dans l'exécution de leurs travaux. En définitive, on peut dire que ces visites se sont achevées sur un sentiment de satisfaction grâce à la conjugaison de tous les acteurs de l'école qui se sont investis pour que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. Pour sa part, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salissou Ada, a procédé ce matin au Palais des Congrès au lancement de la 6e édition du Salon africain de la prévention des risques professionnels SAPRIP 2013. Le thème de cette édition est les méthodes et techniques de prévention des risques professionnels dans les industries manufacturières. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et de nombreux invités. D'autres précisions avec Guy Mathieu et Salif Garba. Le Salon africain de la prévention des risques professionnels vise à valoriser la créativité, l'invention, l'innovation des techniques et des méthodes de prévention des risques professionnels adaptés au contexte africain. Le thème de cette 6e édition est les méthodes et techniques de prévention des risques professionnels dans les industries manufacturières. La prévention des risques professionnels constitue une condition essentielle pour un développement durable, car prévenir les risques professionnels, c'est lutter contre l'insécurité économique et la pauvreté, promouvoir la productivité et la compétitivité, défendre les droits à la vie et à la santé pour tous. Les principaux objectifs au présent forum sont procéder à un inventaire des risques inhérents aux activités du secteur des industries manufacturières, présenter les cadres juridiques nationaux de la prévention des risques dans les industries manufacturières,
ainsi que les normes internationales de référence relatives à la gestion de la sécurité et santé au travail. Identifier les normes techniques de base à promouvoir, faire un bilan des actions et programmes développés dans les industries manufacturières, adopter un paquet minimum d'activités visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail dans les industries manufacturières. Promouvoir enfin l'innovation, la créativité dans ce secteur à travers l'exposition des œuvres d'invention. Chaque année, dans le monde, 250 millions de travailleurs sont victimes d'accidents de travail et plus de 300 000 d'entre eux perdent la vie. Rendez-vous du donner et du recevoir, le SAPRIP, de sa création à ce jour, a permis bien de changements positifs en termes d'amélioration des conditions de travail et de renforcement de la protection des travailleurs dans nos pays respectifs, qui se sont traduits par une diminution du nombre d'accidents de travail par suite des changements de comportement ou des actions correctives ayant été initiées dans le but d'améliorer la sécurité et de prévenir les risques d'atteinte à la santé liés au travail. Lors de ce salon, des conférences, tables rondes et panels sont prévus autour du thème. Il est organisé une exposition des œuvres de créativité, d'invention, d'innovation au Musée national, à l'issue de laquelle des meilleures œuvres portant sur les méthodes et techniques de prévention des risques professionnels dans les industries manufacturières seront primées. Parlons santé à présent. Ouverture ce matin dans la salle de réunion de l'hôtel Niki des travaux de l'atelier de la revue annuelle du programme régional de la santé, de la reproduction et de la prévention du VIH dans la région de la CEDEAO. C'est le ministre de la Santé publique, Mano Agali, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Compte rendu, Borika Albadja et Abdoulaye Hamid. La présente revue du programme régional de l'Organisation ouest-africaine de la santé fait suite à la conférence internationale sur la planification familiale dont le thème était accès intégral, choix intégré. Le programme régional joue un rôle important dans la mise en œuvre de la distribution à base communautaire des contraceptifs. Le Niger s'est doté d'un plan d'action 2013-2020 pour la planification familiale, lancé le 7 février 2013 par son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, qui appelait au soutien technique et financier de tous les acteurs dans le but d'atteindre une prévalence contraceptive de 25% en 2015. Ce plan d'action a reçu les engagements financiers et techniques de nos partenaires traditionnels, de l'UNFPA, mais également d'autres partenaires tels que l'ISAID et de nouveaux partenaires comme la Fondation Gates et Hewlett. Il est prévu également une intensification du financement de ce plan par l'État et les partenaires du Fonds commun à partir de l'année 2014. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, chaque point de prestation des services du planning familial dispose d'un objectif clair et des résultats à atteindre dans un délai bien déterminé. Cette réunion a pour but de passer en revue les activités menées par les responsables de la santé de la reproduction et la prévention du VIH-Sida dans les 5 pays concernés par la phase pilote du dit programme. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Ghana et du Niger. 5 pays de la phase pilote de ce programme que nous avons identifié pour apporter un soutien dans le cadre de la relance des activités de planification familiale. Certainement que les choses vont mieux. Et vous avez suivi le discours de Monsieur le ministre tout à l'heure, avec le taux de prévalence contraceptive qui a quelque peu bougé, qui a quand même bougé. C'est dire que les efforts qui sont en cours doivent être soutenus. La représentante de HKI, Mme Alero, a présenté ses félicitations aux responsables de la santé et a indiqué que son institution accordera une enveloppe de 13 millions d'euros à l'OAS pour la 3e phase. Santé toujours, le programme national de lutte contre le paludisme et l'ONPPC, en partenariat avec Sanofi, organise un atelier de formation des formateurs en gestion, approvisionnement et logistique, placé sous le haut patronage du ministre de la Santé publique. Cette formation vise le renforcement des capacités des acteurs et partenaires de la santé. Les détails avec Ismaël Daouda et Askou Jibrilla. L'amélioration de la santé passe nécessairement par un bon approvisionnement et une bonne gestion des médicaments dans nos pays.
le programme de lutte contre le paludisme au Niger en collaboration avec ses partenaires enfin une priorité. D'où la tenue de cet atelier de formation des formateurs en gestion, approvisionnement et logistique, où 18 formateurs issus de différentes structures verront leurs capacités renforcées. En prenant la parole, le directeur adjoint opération accès aux médicaments et le conseiller du secrétaire permanent de l'Association africaine des centrales d'achat des médicaments essentiels, ACAM, ont tous pour leur part exprimé l'importance de cette formation. Nous pensons avec l'ACAM et les centrales d'achat qu'il est important de renforcer les capacités au niveau national et que nous avons développé un module de formation que je vous présente ici sur 3 jours qui est une formation en cascade avec une première étape que nous allons suivre pendant les 3 prochains jours de formation des formateurs nationaux, des différents acteurs de votre système, centrale d'achat, programmes verticaux, contributeurs comme World Vision par exemple chez vous, tous ces acteurs qui sont des maillons essentiels de la chaîne logistique. Donc, au jour d'aujourd'hui, le programme est lancé pour le Niger, il y a la formation des formateurs et nous avons bon espoir de pouvoir mettre en place au cours de l'année 2014 la cascade de formation jusqu'au niveau le plus périphérique pour le Niger. Cette formation des formateurs dont l'objectif vise l'amélioration de l'état de santé de la population, cadre avec les priorités du président de la République, a indiqué le ministre de la Santé publique. C'est pourquoi il a appelé les participants à faire preuve de délicatesse et de responsabilité dans les modules qui leur seront enseignés. Au vu de la qualité des participants, je me réconforte quant à l'impact positif de cette formation sur la gestion quotidienne et la traçabilité des médicaments antipaludiques très chèrement acquis par l'État et ses partenaires. Cette mise à niveau va assurément vous donner l'occasion de prendre la mesure de la délicatesse des responsabilités qui sont les vôtres. C'est pourquoi je vous exhorte à traduire en résultats concrets les connaissances théoriques et les enseignements pratiques que vous allez recevoir au cours de cette formation. Il faut noter que cette formation est financée par l'Association africaine des centrales d'achat des médicaments essentiels ACAM et Sanofi et durera 72 heures. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalan, a de son côté procédé hier après-midi au Palais des Sports à l'ouverture des travaux de l'atelier international sur l'économie sociale et solidaire. Des participants des pays membres de la CONFEJES prennent part à cet atelier. Le résumé avec Mohamed Djingare et Sidiko Abdou. Cette nouvelle forme d'approche entrepreneuriale se veut qu'au-delà d'une simple économie de la pauvreté, devenir une économie sociale et solidaire et porte un véritable projet politique basé sur la défense des valeurs de solidarité, d'égalité, de démocratie, de responsabilité environnementale et de lutte contre toute forme d'exclusion. La pertinence de cet atelier se justifie par les objectifs qu'il s'est fixés, dont entre autres contribuer à améliorer les conditions socio-économiques et la situation des jeunes des pays membres de la CONFEJES. La constitution d'un réseau sous-régional d'acteurs intéressés à partager les initiatives et les bonnes pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est pourquoi la CONFEJES, fidèle à sa mission générale d'appui aux politiques de jeunesse et de sport, a décidé d'organiser en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Sport du Niger cette première grande rencontre de formation et d'information en vue de sensibiliser les États, de mobiliser les jeunes leaders et les organisations spécialisées de jeunesse pour mieux appréhender cette nouvelle approche entrepreneuriale qui sans doute créera des valeurs ajoutées au niveau de l'économie de nos pays. Vous êtes donc pour nous les premiers champs choisis pour semer la graine de l'économie sociale et solidaire et avec qui nous espérons mobiliser les autres pays à travers la qualité du travail à accomplir sur le terrain. Une semaine durant, d'éminents experts auront à dérouler des enseignements relatifs à l'économie sociale et solidaire au profil de l'entrepreneur, au projet d'économie sociale et solidaire, à la citoyenneté, à la bonne gouvernance. Au regard des perspectives promoteuses pour la jeunesse nigérienne, contenues dans le P2S 2012-2015 de son Excellence Monsieur Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement, avec notamment l'organisation par le Niger de la 2e édition du Forum international Jeunesse et Emploi Vert, l'organisation du présent atelier vient fort opportunément à point nommé,
répondre à la volonté affichée des plus hautes autorités de la 7e République, celle de faire de la jeunesse nigérienne le fer de lance du développement économique et social de notre pays. Il est à noter qu'auparavant, les représentants du RENGEN et du Oxfam sont intervenus pour expliquer le rôle important qu'occupent les jeunes dans la société. La participation citoyenne, responsable et solidaire, un des credos d'Oxfam. Le thème économie sociale et solidaire est central à la mise en place d'initiatives alternatives basées sur l'être humain et son développement plutôt que sur le capital. Outiller les jeunes pour qu'ils puissent démarrer de telles entreprises est un moyen efficace de lutter contre la pauvreté. Ouverture ce matin à Niamey des assises de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Objectif, échanger sur les actions menées au cours de l'année 2012 et dégager des perspectives pour relever les défis du développement économique national. Cette cérémonie a été présidée par le ministre du Commerce et du secteur privé en présence de plusieurs membres du gouvernement et de plusieurs invités. Compte rendu, Sekinetou Abdou et Hadiz Hamidine. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger entend, à travers l'organisation de cette Assemblée générale ordinaire, jeter un regard rétrospectif sur la situation économique nationale, les activités menées et la situation financière de la dite institution. C'est pourtant aujourd'hui, j'allais dire hier déjà, qu'il fallait par des mesures courageuses, hardies, d'incitation fiscale, d'approvisionnement énergétique préférentiel, d'aménagement d'infrastructures dans les zones industrielles prioritaires ou même de création de zones franches, créer un cordon sanitaire, donner un véritable kit de survie à nos entreprises pour la bataille commerciale de demain qui va s'annoncer rude et impitoyable. Il est encore temps de limiter les dégâts. C'est le cas heureusement dans certains domaines comme l'informalisation de l'économie pour laquelle des instruments aptes à y remédier sont déjà opérationnels à la Chambre de commerce avec la création du centre de gestion agréé dont le rôle est précisément de répondre aux soucis d'assistance en matière de gestion, de tenue de comptabilité et d'obligations fiscales du secteur informel et des petites et moyennes entreprises qui en font la demande et qui en ont besoin. Il verra très bientôt d'ailleurs la construction d'un immeuble de plus de 100 bureaux dans l'enceinte de la Chambre de commerce grâce à un soutien financier global d'environ 1,6 milliard de la part de l'Union européenne. C'est le cas également dans le domaine de l'assistance aux formalités des entreprises avec la création de la maison de l'entreprise toujours au sein de la Chambre de commerce qui sera le véritable centre de pilotage et de gestion de toutes les questions liées à l'entreprise. La création de cet établissement qui bénéficie d'un appui de plus de 5 milliards de la Banque mondiale l'a été grâce à la confiance et au soutien dont nous avons bénéficié de la part du gouvernement et de la Banque mondiale, qu'ils en soient tous remerciés. C'est aussi celui de l'Agence nigérienne de promotion des exportations, également opérationnelle et dont nous pensons qu'il va donner un coup d'accélérateur à l'exportation de nos productions locales. Toutes ces mesures que nous préconisons et toutes ces situations que nous stigmatisons n'ont qu'une seule finalité, celle de créer les meilleures conditions de la croissance et du développement économique de notre pays. Le contexte nous autorise quelques témérités, avec un taux de croissance en 2012 supérieur à 10%. Une autosuffisance en produits pétroliers, là où il n'y a pas si longtemps encore, la facture énergétique nous coûtait quelques points de croissance et l'aggravation de la balance commerciale de notre pays. En dépit de cela, le pari du développement économique du Niger ne se gagnera qu'avec un secteur privé debout ou ne se gagnera pas. Le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a salué le courage et l'abnégation du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Je voudrais porter une appréciation objective sur vos activités passées. J'en suis bien placé, car, comme vous venez de le dire et de le rappeler, Monsieur le Président, jusqu'à une date encore très récente, où j'étais appelé par le devoir pour intégrer le gouvernement, j'étais des vôtres et je le demeure. Je peux donc mesurer sans complaisance la portée de toutes les actions que vous avez pu mener et les mutations positives et profondes qu'elles ont engendrées, comme en témoigne le rôle très actif et primordial que joue votre structure, tant sur le plan national qu'international. Sur le plan international, cela vous a valu, Monsieur le Président, la confiance de vos pairs
pour vous placer aux fonctions prestigieuses et exaltantes de président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, de coprésident du Conseil des hommes d'affaires de la CEDEAO, mais aussi et surtout de vice-président du Centre de développement des entreprises, ce qui honore votre compagnie consulaire et au-delà notre pays, le Niger. Cette assemblée générale consulaire est une occasion saisie pour rendre hommage à deux de leurs collègues disparus. Cela a permis également d'annoncer à l'assistance la deuxième édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA que le Niger abritera du 13 au 22 décembre 2013. Une initiative de la Chambre consulaire régionale qui permettra de faire du secteur privé le moteur du développement économique et social de nos pays de l'espace UEMOA. Je l'annonçais, nous recevons ce soir sur ce plateau un deuxième invité, M. Sadamba Tchabele, directeur de l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile EAMAC. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame. Pouvez-vous nous présenter l'EAMAC en quelques mots? Merci, madame. Je voudrais, avant de venir à l'EAMAC, remercier l'ORTN pour cette occasion que l'ORTN nous offre, mais surtout pour avoir accompagné tout ce que nous faisons depuis. L'EAMAC, c'est un organisme de formation aéronautique créé depuis 1963, ici même au Niger, et qui a depuis formé pour le Niger, pour tous les États membres de la SECNA, 17 en tout, et bien d'autres États encore au-delà. Et quelles sont les principales filières de formation à l'EAMAC? L'EAMAC a 4 filières aujourd'hui. La filière navigation aérienne, la filière météorologie, la filière électronique informatique et la filière transport aérien, mais dans des cycles de techniciens supérieurs, de contrôleurs de la navigation aérienne et dans le cycle ingénieur. Donc on a jusqu'à 4 différents cycles dans les 4 filières. Et monsieur le directeur, 50 ans après, quels sont les acquis majeurs de l'EAMAC? Les actes majeurs de l'EAMAC, nous pouvons déjà nous réjouir que l'EAMAC a mis sur le marché de l'emploi plus de 3000 techniciens, mais alors des techniciens de pointe. Vous savez, l'aéronautique, c'est avec une science assez poussée qu'il faut l'aborder. L'EAMAC a également formé au profit de plus de 27 États. Et l'EAMAC a formé autant pour nous et que pour d'autres États qui sont au-delà du continent africain. Et je pense que cela mérite d'être souligné. Enfin, quelles sont vos priorités pour les prochaines années? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un grand besoin de formation, autant pour l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne, la SECNA, que pour nos États et pour d'autres institutions de l'industrie qui en ont besoin. Donc la première priorité, c'est d'arriver à aider à combler le besoin qui s'affiche aujourd'hui et qui est d'ailleurs multiforme. C'est un besoin qui émane du départ à la retraite de beaucoup d'agents, mais qui va aussi être causé par l'accroissement du trafic aérien pour l'Afrique, et les prévisions sont extrêmement importantes. Et donc, comment combler ce besoin? Ça, c'est la première priorité. La deuxième, c'est renforcer la dimension et la notoriété de l'EAMAC pour continuer à rayonner au plan africain et dans l'ensemble du monde. Un dernier mot, monsieur le directeur. Alors, un dernier mot, vous savez, 50 ans de vie, cela ne se réalise pas sans un soutien marqué du pays d'accueil. Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité au gouvernement
et à l'État du Niger pour l'accompagnement, pour l'oreille attentive qui a toujours été prêtée à tout ce qui touche à l'EMAC. Et je remercie également le peuple nigérien pour l'accueil qu'il nous a réservé. Vous savez, nous avons jusqu'à 22 nationalités qui se côtoient dans ce pays et c'est énorme. Merci, monsieur le directeur. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc, nous venons de recevoir le directeur de l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile EAMAC, M. Sadamba Tchabeli. Suite de cette édition, point de presse ce matin à Niamey de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP, un point de presse tenu à l'occasion du parachèvement de l'identification des acheteurs et ou utilisateurs des télécommunications mobiles offerts au public par le président de l'ARTP, Al-Mustafa Boubacar, en présence des directeurs généraux et représentants des téléphonies mobiles du Niger. Il vous souvient que le 4 octobre 2012, plus d'un an jour pour jour, le gouvernement a adopté le décret portant identification des acheteurs et ou utilisateurs des services de télécommunications mobiles offerts au public. Aujourd'hui, j'ai le devoir de vous tenir informé que cette opération d'identification des abonnés est terminée le 24/11/2013 à minuit par la désactivation définitive des cartes SIM anonymes qui étaient déjà suspendues provisoirement depuis un mois. Les abonnements définitivement suspendus représentent 1 728 225 abonnés sur un total de 5 443 914 abonnés identifiés. Ce qui laisse présager qu'à compter de ce jour, les cartes SIM non identifiées ne pourront plus être utilisées. La RTP est satisfaite de la réussite de l'opération d'identification et se félicite que les usagers, dans leur grande majorité, aient adhéré à l'impérieuse nécessité de s'identifier. Toutes les parties prenantes, à savoir d'une part les ministères en charge des télécommunications, de la communication, de l'Intérieur et de la Justice, et d'autre part les opérateurs de téléphonie mobile et les associations des consommateurs, ont réellement œuvré avec la RTP pour faire de l'opération d'identification une réussite. Ce succès est le fruit de la concertation permanente entre les parties prenantes au sein, notamment, du comité de suivi. Faut-il le rappeler que les équipes du comité ont suivi et sillonné toutes les régions de notre pays pour informer nos concitoyens, et c'est là que nous saluons le rôle prépondérant joué par les médias tout au long de cette campagne d'information, qu'ils trouvent ici le témoignage de notre reconnaissance. L'opération d'identification des abonnés a atteint ses objectifs. Elle assure aujourd'hui une maîtrise du fichier nominatif des abonnés, ce qui permet désormais de faciliter la prévention et la répression de l'usage délictueux des services de la vie privée des utilisateurs des services de télécommunications. Elle permet aussi au Niger de figurer dorénavant sur la liste des pays qui ont répondu aux exigences des normes internationales de sécurité en matière de réseaux de télécommunications. Monsieur le Président du CNRTP, Monsieur le directeur sectoriel des télécommunications, Monsieur les directeurs généraux des sociétés de télécommunications, Messieurs les directeurs de l'ARTP, Messieurs les journalistes, je ne terminerai pas mon allocution sans rappeler qu'à compter de ce jour, la vente des cartes SIM préactivées est et demeure interdite. À CTV, l'activation de la carte SIM n'interviendra qu'après l'identification de l'abonné conformément aux dispositions du décret de l'identification des acheteurs et ou des utilisateurs des services de télécommunications mobiles offerts au public. Et je vous remercie. Ouverture ce matin à Tawa du deuxième atelier régional de formation des formateurs en assainissement total piloté par la communauté ATPC. C'est le gouverneur de la région de Tawa, Salif Bormou, qui a procédé à l'ouverture des travaux de cet atelier organisé sur le financement de l'UNICEF. Compte rendu Mohamed El Mokhtar et Yazirabi.
Deux importantes allocutions ont marqué l'ouverture officielle des travaux de cet atelier. Celle tout d'abord du représentant de l'UNICEF, M. Togota Sogoba, WASH spécialiste. Il s'est réjoui de l'organisation à Tawa du 4e atelier de formation des formateurs après ceux des Anders, Maradi et Difa, avant de saluer la présence personnelle du gouverneur de la région, Salifou Barmo. Une présence selon les représentants de l'UNICEF qui traduit un fort engagement pour l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base comme l'eau et l'assainissement. Occasion pour M. Sogoba de rappeler que le faible accès à l'eau et à l'assainissement constitue un frein au développement socio-économique des communautés à la base. Ce faible accès aux infrastructures d'assainissement est à l'origine de la mort de 1,5 million d'enfants par an dans le monde. Pour prendre à bras le corps ce problème, plusieurs résolutions des Nations Unies ont vu le jour, comme la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Mais toutes les évaluations ont démontré que, bien que des progrès substantiels ont été enregistrés dans certains domaines, l'assainissement est resté en marge du progrès. La TPC, assainissement piloté par la communauté en tant qu'approche intégrée, est une démarche dans laquelle la communauté est à la fois actrice et bénéficiaire, est considérée aujourd'hui comme une réponse aux préoccupations communes en matière d'assainissement. Dans son discours d'ouverture des travaux, le gouverneur de la région Salifou Barmo s'est réjoui de l'organisation de cet atelier avant de dire que les questions touchant à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement sont au centre des préoccupations des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang le président de la République, Issoufou Mahamadou. Pour le gouverneur, la création d'un ministère en charge de l'eau et de l'assainissement constitue la preuve éloquente. La TPC, composante de la stratégie nationale de l'hygiène et de l'assainissement, adoptée par le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, est l'une des stratégies d'accélération pour l'atteinte des OMD en matière d'assainissement, a noté le gouverneur de Tawa. Après la certification des 33 villages en 2013 sur 80 villages identifiés dans la région de Tawa, entre 2011 et 2013, beaucoup reste encore à faire, a souligné Barmo Salifou, pour relever les défis de la mise à l'échelle de l'approche ATPC dans notre région, d'où l'importance de cet atelier, a ajouté le gouverneur de Tawa, qui n'a pas manqué de remercier l'UNICEF pour avoir doté la direction régionale de l'hydraulique d'un véhicule 4x4 dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche ATPC. Le ministre de la Santé publique a entamé hier une visite de travail au niveau des infrastructures sanitaires de la région de Dosso. Objectif, se rendre compte de leur fonctionnement et surtout s'inquiéter des conditions de travail des agents. Compte rendu, Ali Hachimou et Mor Abdou. C'est d'abord des poignées de main chaleureuses que le ministre de la Santé publique Manou Agali a eu de la part des autorités administratives et cadres techniques régionaux de Dosso avant d'entamer cette visite de travail au niveau de la ville de Dosso, cité historique et légendaire de Jarmakoy, où il a successivement visité les salles de consultation, les dépôts pharmaceutiques, les salles de tri, le laboratoire et les deux maternités des CSI de Manguekwara et la Kouroussou. Visite qui coïncide d'ailleurs avec la naissance de 2 jumelles et un autre joli bébé. Le ministre de la Santé publique et le gouverneur de la région de Dosso ont mis la main dans la poche pour faire des gestes symboliques aux mères de ces nouveau-nés avant de suivre de brillants exposés sur la gestion de ces CSI, puis la direction départementale de la santé publique de Dosso, où les indicateurs de santé de l'année 2013 sont en nette progression par rapport à l'année 2012. Les partenaires techniques et financiers et cadres centraux qui accompagnent le ministre ont à chaque exposé posé plusieurs questions d'éclaircissement auxquelles des réponses appropriées ont été données. Quant au gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zato Ali, et le ministre de la Santé publique, ils ont apprécié d'abord la propriété des locaux, la qualité de travail abattue par les agents de santé,
puis demander des explications sur la disponibilité des produits et conseiller les agents sur la gestion des médicaments et éviter les produits contrefaits. Dans l'après-midi, la délégation s'est transportée au centre de santé pour la mère et l'enfant dont l'inauguration officielle s'est déroulée en mars 2013. Le ministre a visité le bloc administratif, la salle de la maternité, la morgue, les salles d'hospitalisation, de radiologie et d'opération pour voir les différents matériels et équipements du centre, même si le démarrage des activités tarde encore. Selon une explication fournie sur place, la seule contrainte est le manque de compteurs, l'affectation de personnel et le stock de produits initial pour débuter les travaux. Pendant les transactions ont été au niveau central pour l'acquisition du compteur. Autre visite, la pharmacie populaire de Dosso et la pharmacie de Dalol. Le ministre Mano est allé voir la disponibilité des produits, s'inquérir des conditions d'approvisionnement et de vente et surtout conseiller les privés au respect strict des lois et règlements de notre pays. Sur ce point justement, la responsable de la pharmacie de Dalol salue ici le courage de la première dame, Dr Malika Youssoufou, et les autorités sanitaires de notre pays. Nous saluons de très haute voix la décision, l'initiative de la première dame Malika quant à la conférence qui a été faite. C'est vraiment une très bonne chose et si je peux dire, c'est la première fois vraiment qu'il y a une conférence internationale sur les faux médicaments. Et nous voulons que les textes soient appliqués avec rigueur. Et nous lançons un appel au niveau de tous nos collègues pharmaciens afin qu'ils appliquent vraiment les lois, qu'ils prennent les produits qui ont été et qui suivent les normes, qu'ils évitent vraiment les produits frauduleux. Et quant aux vendeurs, c'est des gens qui n'ont aucune notion, qui n'ont aucune notion sur le médicament et qui se permettent non seulement de prescrire et de délivrer les médicaments. Par rapport à eux, nous voulons que vraiment les textes soient appliqués avec rigueur. Je crois qu'avec ça, il y a beaucoup de problèmes qui seront résolus parce que nous savons tous les conséquences de ces médicaments sur la population. Non seulement c'est des médicaments qui sont mal conservés, des médicaments dont on doute même sur le principe actif. Le dosage est faux, la conservation est mal faite. Donc par finir, souvent c'est des médicaments qui ont un effet toxique sur la santé, c'est du poison. Et en gros, le médicament de la rue Satch. À Agadez, cérémonie de remise de dons de fournitures scolaires et de vivres aux établissements scolaires de la commune rurale d'Adet Bissanat par l'ONG Head Tamat et Oxfam. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé cette cérémonie en présence du maire d'Adet Bissanat et des responsables académiques de la région. Compte rendu Ibrahim Marigo et Moussa Efalay. Organisé le week-end. Appui au secrétaire général de la région Borema Nemega, le coordinateur de l'ONG Head Tamat, M. Assalek Ibrahim, a indiqué au nom du conseil d'administration de son institution que l'ONG Head Tamat et son partenaire Oxfam entendent par ce geste épauler les efforts de l'État dans le cadre de l'amélioration de la fréquentation scolaire en milieu nomade en général et plus spécifiquement à Ader Bissanat. Ce dont devait noter Assalek Ibrahim ne sera pas le dernier. D'autres interventions seront élargies aux écoles nomades du département d'Ingal confrontées aux mêmes difficultés. En réponse à ces propos, le secrétaire général de la région d'Agadez a, au nom des populations, adressé ses sincères remerciements à l'ONG Head Tamat et Oxfam pour cet appui et d'autres concurrents au développement socio-économique de la région. Qui dit enfant nomade dit donc difficulté donc dans la scolarisation, et donc l'instabilité des parents. Donc avec cet appui en vivre et en non-vivre, je pense que ces enfants seront fixés et que leur éducation va se dérouler dans de très bonnes conditions. En tout cas, Head Tamat et Oxfam, vous êtes aujourd'hui des partenaires très précieux pour nous au niveau de la région d'Agadez parce que vous êtes toujours à nos côtés et c'est là dans presque tous les domaines. Et au nom du gouverneur, au nom donc de toute la population de la région, je vous remercie très sincèrement et je vous encourage à continuer dans ce sens. Concrètement, que représente cet appui pour la commune rurale d'Ader Bissanat? Élément de réponse avec le maire l'a dit, comme Mohamed Chika. C'est un geste
vraiment qui nous réconforte beaucoup. Mes remerciements à ces deux ONG-là qui ont fait la même chose l'année dernière et dans les mêmes écoles. Ils ont contribué en tout cas à la formation des enseignants. Ils ont formé le comité de gestion des écoles-là. Ils ont appuyé un habit, en dehors de ce qu'on voit là maintenant. Ils ont habillé les enfants. En tout cas, ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Ils ont construit des classes. Ils ont construit un bloc tout entier à Chinegaro. Quelque chose que la mairie ne pourra jamais faire à ses propres frères. C'est de dire vraiment de les remercier après l'appui de ces deux ONG. Des écoles qui n'ont pas eu une fréquentation importante, en tout cas l'année dernière avec ces derniers-là qu'ils ont fournis et ces matériaux, vraiment les fréquentations sont beaucoup améliorées. Restons toujours à Agadez où les communautés pastorales de l'Aïr, zone Talak, ont organisé le week-end dernier, non loin de la commune rurale de Gougaram, une série de manifestations culturelles en toile de fond, la paix et la sécurité, de thèmes d'actualité amplement développés par le conseiller du président de la République, Rissa Agboula. Le clou des manifestations aura été la grande course des chameaux qui consacre la première édition de ce rassemblement des éleveurs de la région de l'Aïr, zone du Talak. Compte rendu, Mohamed Madou. Course de chameaux de l'Aïr, zone Talak, première édition organisée le week-end dernier dans la commune rurale de Gougaram, région d'Agadez, s'intègre dans la série des fêtes passionnantes des éleveurs nigériens. Au-delà de son caractère sportif et culturel, la manifestation offre aussi un cadre propice d'échange et de sensibilisation sur les grands sujets d'intérêt national. Le conseiller du président de la République, Rissa Agboula, l'a mise à profit pour entretenir les communautés pastorales des thèmes relatifs à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale. Nous voilà dans un événement de réjouissance. Je ne peux laisser cette occasion sans parler de la paix et de la sécurité. Parce que sans la paix, on ne pouvait pas se retrouver ici. La paix est un pilier fondamental de toute l'action humaine. Nous sommes ici dans le département d'Arlet. C'est le département le plus septentrional avec celui différent de la République du Niger. Donc qui fait frontière avec les foyers de tension qui nous entourent au nord et à l'ouest. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les événements du Mali, les événements de Libye, nous connaissons dans cette frontière nord et est et ouest une situation d'insécurité qui nous préoccupe tous les matins. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, au nom du président de la République, pour vous rappeler que dans toutes les actions que nous menons, nous devons cultiver la paix. Nous devons faire en sorte que la paix revienne. Nous devons en sorte que la quiétude règne dans les départements d'armée différents et dans toute la région d'Agadez. Pour le président de la République, c'est important de souligner l'effort qu'a fait la jeunesse nigérienne pour rester chez elle et concilier l'international et concilier la paix chez elle. Relayant le conseiller du président de la République, la présidente de la Fédération des femmes de l'Aïr a repris les mêmes propos en langue nationale. Madame Azara Jelaoui, conseillère communale, devait, au nom du comité d'organisation, lancer un pressant appel pour un sursaut patriotique en faveur de l'instauration d'une paix durable au Niger. Elle a invité dans la foulée la jeunesse, fer de lance du développement, à bannir à jamais tout comportement répréhensible de nature à ternir l'image de marque de la région, devenue aujourd'hui fréquentable en dépit de quelques clichés défavorables à reléguer aux oubliettes. Le maire de Gougaram, la commune haute, avait auparavant souhaité la chaleureuse cordiale bienvenue aux participants venus de diverses contrées de la région et d'ailleurs. Il s'est également félicité du choix porté sur sa commune pour accueillir les festivités. La course de chameaux, clou des manifestations de Talak, a vu de nombreux lauréats remporter des prix en nature et en espèces. Le premier en catégorie adulte s'est taillé la part du lion en gagnant une voiture Toyota double cabine. Le conseiller du chef de l'État, Rissa Agboula, a remis les clés du véhicule en question à l'heureux récipiendaire.
Agadez toujours, l'envoyé spécial du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande pour les pays francophones a effectué une brève visite de travail dans la région. Elle a eu une rencontre d'échange et d'information avec les autorités régionales avant d'effectuer quelques visites dans la commune urbaine d'Agadez, compte rendu Malik Abdraman et Moussa Efalay.